Bonsoir à tous. Donc, c'est un très grand plaisir pour le GNFB et pour moi en particulier d'accueillir ce soir le professeur Pierre Cochat. Je sais qu'il n'aime pas qu'on l'appelle professeur. C'est Donc, vrai. Pierre est néphrologue pédiatre à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon. Il a par ailleurs été nommé depuis peu membre du Collège de la Haute Autorité de Santé en France où il préside la commission de la transparence. Il a publié plus de 200 articles scientifiques avec un tropisme pour les maladies rénales génétiques, dont l'hyperoxalurie primaire, qui sera le sujet du jour. Donc, si vous ne connaissez pas bien cette maladie, je vous conseille chaudement la lecture de son article qui date maintenant un petit peu, de revue publiée dans le New England en 2013, mais qui reste quand même une base excellente. Donc, comme Pierre vous l'expliquera, je pense qu'il est tout à fait fondamental que tout néphrologue, pédiatre ou adulte soit aujourd'hui capable de diagnostiquer de manière très précoce ce groupe de maladies, en particulier l'hyperoxalurie primaire de type 1, qui est très rare, mais dévastatrice en particulier pour les reins. En effet, un véritable vent de révolution thérapeutique est en train de souffler, qui, on l'espère tous, va radicalement changer le devenir de ces patients. Je suis également, pour ma part, je sais que Pierre aussi, convaincu que cela va radicalement changer nos stratégies de transplantation pour les patients hyperoxaluriques qui présentent une insuffisance rénale sévère. Donc j'ai assez parlé, je vais laisser la parole à Pierre, que je remercie encore chaleureusement. Pierre, on t'écoute. Bon, chers amis, chers tous, hein, merci beaucoup de cette invitation. Je trouve très sympa ces petites réunions nocturnes. Voilà, je trouve ça, c'est une bonne idée. Donc, j'ai des conflits d'intérêts, hein, forcément, parce que quand on est expert dans une maladie, ben, jusqu'à maintenant, il ne se passait absolument rien dans cette maladie. Et puis, au cours des dernières années, on a eu une avalanche de nouveautés dont je vais vous parler, bien sûr, mais forcément, j'ai été impliqué à la fois dans le design des essais cliniques et dans la participation aux essais cliniques. Et d'ailleurs, je ne le regrette absolument pas, puisque c'était une période très enrichissante. Mais maintenant, du fait de, comme l'a dit Arnaud, du fait de ma position à la Haute Autorité de Santé, j'ai été absolument obligé de couper tous les liens que je pouvais avoir avec l'industrie. Je m'en porte pas plus. Voilà, donc je voulais juste vous faire un petit historique parce que c'est important compte tenu de ce qui s'est passé au cours des dernières années. Ça, c'est un petit peu l'oxalose que j'ai découverte quand je suis arrivé sur le marché, où on avait des patients qui arrivaient avec des complications ultimes, avec des autophlébographies, vous voyez, c'est des patients qui avaient des calcifications telles qu'on leur voyait leur vaisseau, des lésions articulaires terribles, des calcifications complètes des reins, des vertèbres toutes blanches. Ça, c'est des tophies oxaliques. Avec ça, il y a une arthropathie oxalique ici chez un adolescent. Ça, c'est une biopsie osseuse où vous voyez qu'il y a plus d'oxalate en blanc que d'os en noir. Ça, c'est des calcifications, une chondrocalcinose oxalique. Là, vous avez des lésions, des dépôts d'oxalate qu'on voit un petit peu de partout, des os extrêmement denses. Ça, c'est des lithiases recueillies chez un patient qui devait avoir une dizaine d'années. Ça, c'est une chirurgie orthopédique faite chez un autre patient qui venait de Slovaquie, qui est arrivé sur un fauteuil roulant. Et ça, c'est des lésions au fond d'œil avec des dépôts d'oxalate. Et j'en passe, et pas des meilleurs. Et à cette époque-là, si on fait un petit peu l'historique de ce qui se pratiquait comme thérapeutique, c'est pas si vieux que ça, hein, les années 80-90. Vous voyez qu'on faisait des transplantations rénales et que la survie des greffons rénaux ici était la pire qu'on connaisse, puisque on avait une survie des greffons à 5 ans qui était de l'ordre de 10-12%. C'était une véritable catastrophe. Et encore ceux qui avaient un greffon fonctionnel, c'était des greffons qui n'avaient pas une bonne qualité de fonction. Et ici, vous avez la survie des patients qui n'avaient pas d'oxalose et qui, pendant la même période, avaient une transplantation rénale. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas photo. C'était vraiment une période absolument catastrophique. Alors, pour vous montrer que les choses ont évolué, vous voyez que depuis ici, j'ai pris ça sur PubMed. Hein. Si vous regardez l'évolution du nombre de publications dans cette maladie depuis 1957, date où PubMed remonte son historique, jusqu'à maintenant, vous voyez qu'au cours des dernières années, là, des 10 dernières années, il y a eu une abondance très très importante de publications qui est en rapport avec à la fois les avancées biochimiques, les avancées moléculaires et les avancées thérapeutiques plus récemment.
Alors maintenant, on a bien avancé. En 2020, on a pu identifier en fait trois types d'hyperoxalurie primitive. Ce qu'il faut savoir, je ne veux pas vous bourrer la tête avec de la biochimie, mais il faut savoir que toute la pathologie des hyperoxaluries se situe dans la cascade de la dégradation du collagène et que en fin de cascade, tout se passe dans l'hépatocyte, c'est très important, tout se passe dans l'hépatocyte, en partie dans la mitochondrie, en partie dans le cytosol, en partie dans le peroxysome. On va commencer par le peroxysome parce que c'est à ce niveau-là qu'on a le déficit enzymatique en AGT, qui est l'alanine glyoxylate aminotransférase, qui est l'enzyme déficitaire dans le type 1, qui a été découvert en 1986 et qui représente la grande majorité des hyperoxaluries, 70%. On la retrouve partout, partout dans le monde entier, avec quand même une prédilection en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, du fait d'un taux élevé de consanguinité. Ensuite, dans le cytosol, on a un déficit ici qui correspond au type 2, qui a été identifié en 1999, à peu près 10% des cas, et clairement, il y a une prédominance dans la population asiatique. Et dans la mitochondrie, on a ce déficit-là qui correspond au type 3, identifié le plus récemment par des Israéliens en 2010, même pourcentage que l'hyperoxalurie primitive de type 2, et là aussi avec une couverture mondiale. Mais vous voyez que ça fait 90% parce qu'il y a encore à peu près 10% de patients qui ont un phénotype d'hyperoxalurie primitive, mais qui n'ont pas d'identification moléculaire de type 1, de type 2 ou de type 3. Et il y a probablement au moins encore un autre type qui, à ce jour, n'est pas identifié. Alors, cette identification des types n'est pas anodine, puisque, comme vous le voyez en haut à droite, là, le pronostic, si on regarde la survie rénale, vous voyez qu'il y a quand même une différence assez importante entre le type 1 qui est le plus sévère, et puis le type 2 et le type 3. Le type 2 est intermédiaire, mais quand même relativement sévère, et le type 3, clairement, est moins sévère, encore que depuis quelques temps, on commence à décrire quelques cas de forme un petit peu plus avancée. Alors, on va évidemment développer le type 1 pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est de loin la plus fréquente, y compris d'ailleurs en Europe occidentale, que deuxièmement, c'est la plus grave, et que troisièmement, c'est là qu'il y a des avancées thérapeutiques qui sont vraiment intéressantes. Alors, le profil global de la maladie est malheureusement assez simple. Vous avez toute la vie une production constante d'oxalate par le foie. Le foie produit de l'oxalate sans arrêt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au début, vous allez avoir une production d'oxalate qui va être surtout éliminée dans les reins, et vous allez avoir des lithiases, puis progressivement une calcification globale des reins, une néphrocalcinose. Je vous dis ça parce que vous êtes majoritairement des néphrologues d'adultes. Chez l'enfant, on voit très souvent des néphrocalcinoses précoces. Euh, Au fur et à mesure que vous allez voir s'installer cette néphrocalcinose et cette calcification globale des reins, vous allez avoir une diminution de la filtration glomérulaire, bien sûr, et au fur et à mesure que cette filtration glomérulaire diminue, l'oxalate ne va plus être éliminé dans l'urine, il va donc se stocker dans l'organisme et entraîner une atteinte systémique, et c'est l'atteinte systémique qu'on appelle oxalose. Quand on parle d'oxalose, c'est un terme un peu trop galvaudé. Il vaut mieux parler d'hyperoxalurie primitive ou d'hyperoxalurie primaire, l'oxalose désignant plutôt le stade terminal de la maladie. Donc là, vous avez un aspect particulièrement typique de néphrocalcinose corticale et médulaire. Et vous avez ici les trois grands stades qu'on décrit dans cette maladie. Le stade 1, où vous avez une fonction rénale qui est préservée et simplement des manifestations urinaires. Le stade 2, où vous commencez à avoir un stockage dans les tissus. Et le premier tissu concerné, c'est le squelette. Et puis le stade 3, où vous en avez absolument de partout. Alors, on va passer un petit peu de temps sur cette diapo parce que c'est une diapo un petit peu compliquée, mais qui vous montre, à partir de la base de données européenne, on a depuis une vingtaine d'années, on a mis en place une base de données pour laquelle on a environ 1000 patients actuellement. Et à partir de là, on s'aperçoit que le mode de présentation le plus fréquent, un tiers des cas, c'est les formes infantiles. Infantiles, ça veut dire qu'ils sont en insuffisance rénale terminale dans les 2 premières années de vie. Alors pourquoi on les diagnostique? Parce qu'il n'y a pas eu d'accès
l'échographie fétale. Ce n'est pas accessible à l'échographie fétale, donc on ne peut pas les diagnostiquer in utero. On a une néphrocalcinose très précoce, souvent dans ces cas-là, une baisse très brutale de la filtration glomérulaire et des fractures qui sont très fréquentes chez ces petits gamins. On les touche, les parents les portent dans leurs bras et ils se cassent. Donc c'est assez redoutable. Le deuxième groupe, 20%, c'est les patients qui se présentent avec des néphrolithiases récidivantes et une insuffisance rénale. Cette association est toujours très suspecte d'oxalose, d'hyperoxalurie. Et dans ces cas-là, on a souvent comme caractéristique des lithiases bilatérales, l'association à une néphrocalcinose et une diminution, bien entendu, plus lente de la filtration glomérulaire. Troisième groupe, c'est les révélations, 15% à peu près, avec une apparition relativement tardive à l'âge adulte. Là aussi, toujours pareil, avec des lithiases qui sont souvent récidivantes, souvent bilatérales. On retrouve parfois une histoire de lithiase dans la fratrie et on a un tableau qui est plutôt un tableau de néphrite interstitielle chronique. Et certains patients, d'ailleurs, développent la néphrite interstitielle chronique sans passer par la phase d'élimination des lithiases, et c'est un petit peu piège. Ce groupe-là, ces 15%-là, c'est le meilleur groupe, j'ai envie de dire, c'est ceux qui, du fait d'un membre atteint, ont eu un diagnostic présymptomatique, et ça peut être soit dans le cadre d'un screening familial, soit parce qu'il y a eu un diagnostic prénatal, et que, en dépit du diagnostic prénatal, les parents ont souhaité maintenir la grossesse, et on peut prendre en charge extrêmement tôt ces enfants. On peut aussi penser que dans certaines situations, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, on pourrait envisager une sorte de dépistage de cette maladie pour pouvoir traiter les patients au stade présymptomatique. Et puis le dernier groupe, le cinquième groupe, qui est le plus triste, je dirais, c'est ceux pour lesquels on fait le diagnostic trop tard, devant une récidive après une greffe rénale isolée qui aurait été faite sans avoir eu de diagnostic primitif. Et il ne faut pas en sourire parce que ça peut tout à fait arriver du fait justement de ces patients dont je vous parlais qui peuvent se présenter sur un mode de néphrite interstitielle chronique avec sans histoire de lithiase, avec parfois un petit doute sur une néphrocalcinose. C'est pour ça que de plus en plus, je ne sais pas où vous en êtes en Belgique, mais de plus en plus, on essaye de développer un séquençage de tout le génome chez les patients qui ont des insuffisances rénales terminales non expliquées. Donc voilà un petit peu le panorama. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas de figure, le risque de survenue de cette maladie est multiplié par 10 ou 20 à cause de la consanguinité. Et peut-être que certains d'entre vous ont des liens avec certains pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, mais il y a des pays comme la Jordanie, par exemple, où il y a un très fort taux de consanguinité, où il y a à peu près un tiers de la population qui est exposée à la consanguinité. Donc, dans ces pays-là, c'est un véritable problème de santé publique. L'autre chose très importante à connaître, c'est que c'est une maladie qui est extrêmement torpide et qu'il arrive qu'on la découvre à l'occasion d'un accident ou alors qu'on ne s'y attendait pas, un accident vienne aggraver la fonction rénale. C'est pour ça que je vous ai listé ici des choses toutes simples, mais qui sont considérées comme des déclencheurs de la décompensation de la fonction rénale. En gros, il y a deux catégories. Il y a les problèmes qui sont d'ordre urinaire, style pyélonéphrite, style obstruction urétérale, style chirurgie urologique à ciel ouvert, voire même lithotricie. Et puis il y a tous les événements non urinaires, comme n'importe quel épisode de déshydratation, et vous imaginez bien qu'en pédiatrie, c'est un événement assez commun, n'importe quelle cause d'insuffisance rénale aiguë, post-opératoire, post-traumatique, post-médicamenteuse, n'importe quoi, et de manière bien plus large, n'importe quel type de chirurgie ou d'anesthésie générale. Le dernier jeune adulte dont on a parlé qui s'est décompensé brutalement, c'était après une chirurgie pour une fracture du fémur. Tout à fait banal. Eh ben, il avait une fonction rénale avant la chirurgie. Il est sorti de la chirurgie avec une insuffisance rénale et une créatinine à 400 micromoles par litre. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que la survie rénale globale dans cette maladie est quand même pas terrible, puisque vous voyez que la demi-vie rénale
elle est globalement de 25 ans. Alors, comment faire le diagnostic? Déjà, la première chose, elle est clinique, c'est qu'il faut y penser. C'est devant une présentation. Donc, c'est des lithiases, plus ou moins néphrocalcinose, plus ou moins insuffisance rénale chronique. Mais surtout, quand vous avez des lithiases récidivantes et ou bilatérales. Il faut toujours y penser. Et il vaut mieux que vous recherchiez cette maladie par excès que par défaut, compte tenu de sa gravité et de la rapidité avec laquelle elle évolue. Alors après, il faut aller directement à la source des symptômes et l'élément intéressant à rechercher, c'est la cristallurie. Je sais que ça ne se fait pas partout, donc c'est un des points faibles de cette méthode, mais si vous avez accès à un examen de la cristallurie, on va tomber sur du calcium, de l'oxalate de calcium monohydraté, le dihydraté étant ce qu'on trouve dans les hypercalciuries et qu'on appelle aussi la wéwélite. Et on peut aussi, si vous avez un calcul, faire une analyse par spectrométrie infrarouge et vous allez tomber sur un spectre infrarouge typique d'hyperoxalurie. Et ça, c'est l'aspect en lumière normale et en lumière polarisée de cristaux typiques d'oxalate. Le diagnostic, le phénotype biochimique, bien sûr, c'est l'oxalurie. Et dans le monde entier, on définit tous l'hyperoxalurie de la même façon, c'est-à-dire plus de 500 micromoles pour 1 mètre carré 73 et par jour. Alors ça, c'est bien quand on a une fonction rénale normale. Dès que vous avez une fonction rénale qui n'est pas normale, il vaut mieux utiliser le rapport oxalate sur créatinine, qui est dans ces cas-là supérieur à 0,1 millimol par millimol. Le dosage du glycolate urinaire, vous pouvez le faire. Ça peut être intéressant, surtout dans le type 1, parce que le glycolate est un marqueur biochimique du type 1, mais très peu de labos le font. Ça n'est pas indispensable au diagnostic, parce que ce qu'il faudra rapidement faire, c'est le génotypage. Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit vous faites un séquençage ciblé du gène AGXT, c'est ce qu'on fait habituellement parce qu'on sait de quoi on parle. Soit, si vous ne savez pas, vous pouvez faire du NGS. Alors, ça permet de faire un diagnostic prénatal et, dans certains cas, de faire un diagnostic préimplantatoire. Mais actuellement, c'est quand même une pratique qui est relativement peu développée compte tenu du très faible taux de grossesse qui arrive à bout avec ça. Alors, j'ai mis en gris l'oxalémie. Pourquoi? Parce que l'oxalémie, tant que la fonction rénale est normale, elle est normale. Donc, ce n'est pas un bon marqueur. Il ne faut pas considérer que l'oxalémie est un bon marqueur diagnostique. Ça pourrait être un bon marqueur en cours de suivi chez les dialysés, chez les transplantés, mais ce n'est pas un marqueur diagnostique. Et autrefois, on dosait l'activité enzymatique à partir d'une biopsie de foie. Actuellement, on ne le fait plus parce que ça n'a pas d'intérêt. Ça a un intérêt de recherche parce que ça donne des corrélations intéressantes, mais on ne le fait plus en routine parce que le génotypage a remplacé ce dosage enzymatique. Alors, en termes de traitement, le traitement, c'est comme toutes les lithiases, il y a avant tout une hyperhydratation, mais elle doit être très importante. On estime qu'elle est de l'ordre de 3 litres par mètre carré, ce qui est quand même énorme par 24 heures, et ça oblige notamment en pédiatrie à utiliser des sondes gastriques ou des gastrostomies. Il est aussi logique et utile d'utiliser des inhibiteurs de la cristallisation de l'oxalate de calcium. Et le meilleur, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est en tout cas celui qui a été le mieux étudié, c'est le citrate. Alors, je vous ai mis citrate de potassium simplement parce qu'on évite le citrate de sodium qui augmente l'excrétion urinaire du calcium, qui serait délétère dans ce contexte de précipitation oxalocalcique. Mais le potassium, il faudra l'arrêter quand la fonction rénale va se dégrader. Donc habituellement, on commence par du citrate de potassium et après, on est bien obligé de finir par du citrate de sodium ou de magnésium dans certains cas. La dose est toujours à peu près la même, c'est entre 100 et 150 mg par kilo par jour. Et l'autre question qui se pose souvent, c'est que faire de l'oxalate alimentaire? Eh ben, je crois qu'on embête déjà suffisamment ces patients. En cas d'hyperoxalurie primitive, 95% de l'oxalate auquel vous avez affaire, il vient du foie, de l'hyperproduction hépatique. Et ce qui est apporté par l'alimentation, c'est peanuts. Donc, ce n'est pas la peine de les embêter pour agir sur ce petit pourcentage en leur supprimant le thé, le chocolat, la rhubarbe ou je ne sais quoi.
ça n'a pas d'intérêt. Ça a de l'intérêt dans les autres causes d'hyperoxalurie, notamment les hyperoxaluries secondaires, mais certainement pas dans l'hyperoxalurie primaire. Alors, ensuite, si on approfondit un petit peu les choses, on s'aperçoit que toutes ces hyperoxaluries n'ont pas toutes le même profil. Et notamment, si on regarde les corrélations génotype-phénotype, on s'aperçoit que ces deux mutations, la G170R et la P152L, ont un bien meilleur pronostic en termes de survie rénale que toutes les autres regroupées. Pour une bonne raison, c'est que ces deux mutations sont les deux mutations qui sont de très 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 loin les plus sensibles à la vitamine B6, qui est le coenzyme de l'enzyme AGT défectueuse. Alors, je vous ai mis ici le protocole qu'on utilise. On démarre à 5 mg kg, puis on augmente progressivement sans dépasser 20 mg kg. Et le but, on estime qu'on est efficace quand on obtient une réduction de plus de 30%. Ce qui est le cas habituellement dans ces mutations-là. Dans les autres mutations, le pronostic est moins bon et malheureusement, la vitamine B6 ne sert à rien. Donc, c'est même pas la peine de la continuer. Donc, on recommande, une fois qu'on a le génotypage, de l'arrêter, et ça n'a pas d'intérêt particulier. Mais vous voyez quand même que la différence de pronostic est très différente, puisque la demi-vie des malades qui ont ces mutations est de 41 ans, 42 ans, alors que la demi-vie rénale des autres, elle est de 23, 24 ans. Donc, il y a une différence très significative. L'étape suivante, c'est la dialyse. L'idéal, vous allez le voir après, c'est de ne pas les dialyser, ces patients, pour éviter qu'ils s'en mettent de partout. Mais malheureusement, beaucoup de patients arrivent à un stade soit de dialyse, soit immédiatement pré-dialytique. Et la question de la dialyse se pose très vite, ou aussi parfois parce qu'on ne peut pas les greffer ou pas les traiter tout de suite. Alors, il ne faut pas trop se prendre la tête avec les techniques de dialyse de l'hyperoxalurie, parce que l'oxalate, on ne peut pas faire plus simple comme molécule, ça dialyse extrêmement bien. Donc, ne faites pas de gymnastique de membrane ou de filtre, ça dialyse extrêmement bien, quel que soit ce que vous faites. Le problème, c'est que pour dialyser correctement, il faudrait arriver à équilibrer totalement la production hépatique. Or, ça n'est pas possible. C'est pas possible. On estime actuellement que chez l'adulte, la production hépatique qui avait été mesurée par une équipe italienne, elle est de 4 à 8 millimoles par jour. Et quand vous faites de la dialyse conventionnelle, vous arrivez en gros à épurer la moitié et l'autre moitié va tranquillement se loger dans votre squelette. Ce qui fait que, vous le comprenez, au bout de quelques temps, vous allez avoir des kilos au sens propre, des kilogrammes d'oxalate qui va se localiser dans le squelette, dans tous les tissus, mais principalement dans le squelette parce que c'est un compartiment à renouvellement lent et le squelette est le lieu de prédilection des dépôts d'oxalate. Vous l'avez vu sur la diapositive tout à l'heure. Alors, on peut essayer d'être plus performant et si vous choisissez des méthodes plus agressives de dialyse, comme la dialyse quotidienne, la dialyse nocturne prolongée, ou comme on le fait des fois chez des petits-enfants, la combinaison d'hémodialyse et de dialyse péritonéale, vous allez au mieux avoir 75% d'épuration et 25% toujours, on n'arrive pas à descendre en dessous de stockage tissulaire. Mais quand ces 25% durent 1 an, 2 ans, 3 ans, vous imaginez la catastrophe à laquelle on peut arriver. Donc, si vous voulez, globalement, pour la dialyse, ce qui compte, ce n'est pas tellement le type de dialyseur, ce n'est pas tellement la durée de vos séances, mais c'est la répétition de vos séances. Et si on faisait abstraction de toutes les contraintes matérielles et de toutes les contraintes de qualité de vie, c'est des patients qu'il faudrait dialyser 3 fois par jour, tous les jours. Peut-être que là, on arriverait à épurer correctement l'oxalate et à faire démarrer les dialyses avec un taux d'oxalémie qui soit acceptable. Alors, je reprends le même petit schéma tout à l'heure pour vous introduire le traitement qui était le traitement recommandé jusqu'à il y a peu de temps, c'est-à-dire la greffe combinée hépatique et rénale. Et vous voyez que quand on rajoute la survie maintenant sur la courbe de tout à l'heure des greffes des patients avec hyperoxalurie qui ont bénéficié d'une greffe hépatique et rénale, vous voyez qu'on est quand même très au-dessus des greffes rénales isolées, bien sûr, puisqu'on a remplacé l'organe source et l'organe cible, mais qu'on n'arrive pas non plus complètement au taux de survie des patients greffés uniquement du rein dans des pathologies autres que l'oxalose.
Alors, c'est pas si simple, parce que même quand on fait ces greffes combinées, il y a des challenges. Il y a des challenges parce que je vous ai représenté ici un petit peu différemment ce qu'on a vu tout à l'heure. Le foie greffé ici. Pour vous résumer la fin de la voie métabolique que je vous ai montré au début, le glyoxylate, c'est un composé qui est assez toxique et instable et qui se transforme sous l'effet de l'AGT en glycine à l'état normal. Dans l'hyperoxalurie, il ne se transforme plus en glycine, il se transforme en oxalate. Mais là, comme on a greffé un foie normal, il va à nouveau se transformer en glycine et il va, de manière tout à fait normale, malgré tout, avoir une petite dégradation, une petite part de dégradation en oxalate et une petite part de dégradation sous forme de glycolate. Ça, c'est normal. Le problème, c'est que l'oxalate de l'organisme, il va être alimenté un tout petit peu par le foie greffé qui fait bien son boulot et qui va apporter un petit chouïa d'oxalate, mais il va être aussi complètement pollué par un relargage d'oxalate très important à partir du squelette. J'ai des bruits en écho là, je ne sais pas d'où ils viennent. Ils sont apparus juste maintenant. Ah voilà, parfait, merci. Donc on va avoir un relargage absolument phénoménal à partir du squelette qui va venir polluer l'oxalate systémique et du coup on a cette courbe, cette flèche plus cette flèche, ce qui fait que le greffon rénal que vous avez peut-être mis en même temps que le greffon hépatique, je dis bien peut-être parce qu'on peut faire la greffe en 2 temps, mais si vous avez fait une greffe en 1 temps, vous allez exposer tout de suite votre greffon rénal à un taux d'oxalate très important. Donc, quelque part, on sait chaque fois qu'on fait une greffe combinée qu'on fait courir des risques au greffon rénal. Alors, des fois, ça se passe bien parce qu'il y a une très bonne durée, que l'élimination se passe très très bien, qu'on peut compléter ça par des séances d'hémodialyse périopératoires, mais des fois, ça ne se passe pas bien et le greffon peut être compromis très rapidement. C'est ce qui vous a montré ici, et tout ça pour vous montrer que si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'il y a des données biologiques pour le confirmer. Vous avez ici l'évolution de l'oxalate urinaire chez des patients greffés, la greffe ayant eu sur l'axe des ordonnées. Vous voyez que l'oxalate urinaire et l'oxalate plasmatique mettent quand même du temps à décroître et que l'oxalate urinaire met des fois plusieurs années à se normaliser. Donc, ça veut dire que votre greffon rénal, si vous l'avez mis en même temps que le foie, eh ben, il va être exposé à une hyperoxalurie pas aussi importante qu'avant la greffe, évidemment, mais durable, qui va altérer sa fonction. D'où l'idée, dans certains cas, en fonction du temps passé en dialyse, de faire une greffe en 2 temps, de faire une greffe de foie, de poursuivre les séances d'hémodialyse et de faire ensuite une greffe de rein. Alors, toutes ces histoires-là, ça impacte beaucoup sur les patients. Et il y a eu une étude, qui est une très belle étude de qualité de vie, qui a été faite en interrogeant à la fois les patients et soit les parents, soit les soignants. Alors, les effectifs ne sont pas énormes, je vous l'accorde, mais quand même, c'est assez parlant, hein. Si vous regardez la crainte de la greffe d'organes, si vous regardez la crainte de l'oxalose en tant que telle, hein, oxalose au sens propre, c'est-à-dire l'atteinte systémique, vous voyez que pour les patients, quand ils ont été informés, c'est redoutable. Le fait d'avoir la trouille de l'insuffisance rénale, c'est quand même très important. Le fait d'avoir toutes les complications urologiques de cette maladie, c'est très important aussi. La crainte d'être dialysé, ils savent très bien que la dialyse est à éviter, hein, ils ont tous cette éducation, cette formation. Le coût, bon, ça c'est parce que c'est un papier américain. La charge pour le patient et pour la famille, vous voyez que là, les courbes bleues et rouges et oranges s'inversent un petit peu. L'impact sur le quotidien, le fait que le diagnostic est souvent retardé, le fait de boire beaucoup d'eau, c'est quelque chose qui impacte souvent les parents, là cette fois-ci, hein, c'est les parents qui doivent tout le temps s'occuper de l'hydratation de leurs gamins. Quand c'est des tout petits enfants, ça peut être vraiment préoccupant. Et puis l'observance médicamenteuse qui est finalement pas ce qui est mis le plus en avant. Donc, vous voyez que ces gens, ils ont une vie clairement pourrie. On sait qu'avec le temps, si on ne fait rien, ils vont mourir. Ils vont mourir en passant par des phases de handicap. Ils vont mourir d'arrêt cardiaque brutal par atteinte cardiaque. Ils vont mourir par atteinte systémique avec une dégradation globale de l'état général. Et c'est évident que
plus tôt vous ferez la prise en charge et mieux vous la ferez, plus la survie sera de qualité. Alors, tout ça pour vous dire quelques mots de ce que j'appelle volontiers le concept d'exposition à l'oxalate. On sait que la néphrocalcinose et l'insuffisance rénale qui en découle dépendent de principalement deux facteurs. D'une part, la concentration urinaire d'oxalate et de calcium, et on se donne des limites quand on traite ces patients. Il faut essayer de ne pas dépasser, je ne les ai pas écrits ces chiffres, mais vous pouvez les retenir quand même. Il faut essayer de ne pas dépasser 4 millimoles par litre pour le calcium, je dis bien par litre, parce que là on raisonne concentration, et 0,4 millimoles par litre, c'est facile à se rappeler, 4 et 0,4, 0,4 millimoles par litre pour l'oxalate. On sait que c'est les seuils qui sont les seuils de cristallisation. Donc, quel que soit le traitement que vous allez mettre en place, qu'il s'agisse d'une hydratation, qu'il s'agisse d'un inhibiteur de la cristallisation, l'objectif biochimique, ça va être ça. Et tant que vous ne serez pas en dessous de ce seuil, chez les patients qui ont une fonction rénale normale, vous serez à risque de cristallisation. Donc ça, c'est le premier facteur de risque de néphrocalcinose et d'insuffisance rénale. Et l'autre facteur, évidemment, c'est la durée de l'exposition à cette hyperoxalurie. Alors ensuite, on sait que l'atteinte systémique va dépendre de facteurs bien précis, la fonction rénale, et on considère que le seuil de filtration glomérulaire en dessous duquel l'organisme se stocke en oxalate de calcium, c'est à peu près 40 millilitres par minute, 35-40 millilitres par minute. L'oxalémie, le taux d'oxalate plasmatique compte beaucoup, et là aussi, on considère que le seuil critique, c'est 20 millimoles par litre. Pour mémoire, l'oxalémie normale, c'est 5, pardon, j'ai dit millimoles, mais c'est micromoles. L'oxalémie normale, c'est 5 micromoles par litre au maximum. Jusqu'à 20 micromoles par litre, il a été démontré par plusieurs équipes que la cristallisation n'était pas trop importante, mais au-delà de 20, ça précipite beaucoup. Et pour ceux qui ont déjà traité ces patients en hémodialyse, vous savez très bien qu'on est toujours très largement au-delà de 20 micromoles par litre. Et puis, bien sûr, la période pendant laquelle l'organisme aura été exposé à cette oxalémie très élevée. Ce qui fait que si on veut rêver un peu, le management optimal doit éviter cette exposition à l'oxalate. Et le but, c'est d'arrêter complètement l'atteinte rénale par l'oxalate de calcium, avec tout ce qui s'ensuit. Il y a la néphrocalcinose, mais il y a toute la fibrose qui va se déposer autour de chaque cristal d'oxalate de calcium dans le parenchyme, pour éviter l'atteinte multisystémique de tous les organes, pour éviter la progression de l'atteinte systémique en dialyse, et pour éviter, bien sûr, la morbidité et la mortalité associées à la maladie d'une part, mais aussi à la greffe d'organes, qui est un traitement palliatif. C'est cher payé parce que c'est des patients qui ont une double greffe, et en plus, cette double greffe n'est que palliative. Donc, c'est quand même pas toujours un cadeau. Ce qui fait que, et vous le savez, depuis quelques années, a été développé les traitements par interférence ARN, qui permet, à partir d'un petit ARN de 12 ou 13 bases, de modifier complètement la transcription du génome et d'interrompre comme ça la synthèse protéique. Le but, c'est un petit ARN interférent qui va interrompre la synthèse protéique. Ça, en soi, c'est appliqué dans d'autres maladies. Vous le savez, il y a l'amylose à transthyrétine, il y a certaines porphyries, il y a plusieurs maladies pour lesquelles il y a des essais thérapeutiques, voire des traitements déjà disponibles. L'oxalose est une cible absolument parfaite pour ça. Le problème était compliqué, c'est que si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au départ, c'est que c'est une maladie de l'hépatocyte. Donc l'objectif était non pas de faire ça dans tout l'organisme, mais de cibler l'hépatocyte. Et heureusement, il y a des recettes pour ça, et la recette a été d'associer ce brin d'ARN interférent à un récepteur spécifique hépatocytaire qu'on appelle GalNAc, qui veut dire en fait la N-acétylgalactosamine, qui est spécifique de l'hépatocyte et qui permet
justement ce ciblage hépatocytaire spécifique. Alors du coup, je reprends mon schéma de tout à l'heure et je le focalise sur l'hyperoxaluride type 1. Vous vous rappelez qu'on avait l'AGT déficitaire qui donnait le type 1 et avec l'ARN interférent, on peut bloquer la glycolate oxydase qui se trouve là. En bloquant cette glycolate oxydase, vous voyez tout de suite que forcément, on va avoir un stockage, enfin un excès de l'étape précédente qui est le glycolate. Donc ces patients, ils vont avoir un excès de glycolate. Alors, on s'est posé beaucoup de questions sur cet excès de glycolate. Et à peu près au même moment, des fois la science et la chance nous sourient, à peu près au même moment, il a été décrit une maladie génétique qui d'ailleurs a été découverte un petit peu par hasard dans le cadre d'investigations de retards mentaux et qui a montré qu'il existait une maladie avec un déficit constitutionnel en glycolate oxydase qui s'appelle la mutation HAO1 qui entraîne une acidurie glycolique, mais rien d'autre. Ils ont une acidurie glycolique, c'est un marqueur biochimique, ça n'a pas de conséquences rénales, et l'hyperglycolatémie qu'il y a chez ces patients aussi n'est absolument pas pathogène. Donc c'était extrêmement rassurant. Et on a pu ensuite dérouler toute la procédure de la mise en place de ce type d'essai, avec d'abord des essais chez la souris, ensuite des essais chez le singe, et on est arrivé à des essais de phase 1, puis phase 2, puis maintenant phase 3 de ce produit chez l'homme. Donc là, ce que je vous montre, c'est des résultats relativement récents, qui ne sont même pas encore publiés. Ils sont acceptés pour publication, donc je peux vous les montrer, mais ils ne sont pas encore publiés. Il y a un papier qui doit apparaître dans CJASN et un autre qui doit apparaître dans New England, où vous avez ici les patients sous Lumaziran, qui est l'ARN interférent, un des ARN interférents, je vous parlerai des autres après. C'est le premier chronologiquement qui a été mis au point. Et ici, vous avez l'oxalurie sous placebo. Et vous voyez que la norme d'oxalurie est ici et qu'au bout de 2 mois, on arrive à normaliser l'oxalurie dans l'ensemble de la population avec des écarts types que vous ne voyez même pas tellement ils sont faibles. Vous voyez, on les voit un petit peu ici. Ils sont bien plus larges dans le placebo. Et si on regarde ici l'oxalémie, eh ben on s'aperçoit que là aussi, on arrive à normaliser complètement l'oxalémie chez ces patients. Donc, c'est évident que c'est miraculeux, qu'on arrive à remplacer finalement une greffe de foie par une injection sous-cutanée. C'est un produit qui se fait en sous-cutanée, qui n'a pas d'effet secondaire. Honnêtement, il y a quelques problèmes au site d'injection, mais à ce jour, il n'y a pas d'effet secondaire significatif qui a été rapporté. Et les perspectives thérapeutiques, ce sera probablement de l'administrer une fois par mois pendant 3 mois et ensuite tous les 3 mois. Je pense qu'à terme, ce sera un petit peu différent. Je pense qu'à terme, on va faire une titration chez chaque malade et peut-être qu'il y aura une adaptation individuelle des traitements. Mais disons que pour l'instant, on en est à un schéma de ce type. Alors ici, je vous montre les résultats avec le Nedosiran, qui est fabriqué par un autre laboratoire et qui en fait cible une autre enzyme, qui est la LDHA. La LDHA, c'est une enzyme qui se situe en amont et qui du coup permet de cibler à la fois le type 1, mais aussi le type 2 et le type 3. Alors, le type 2, c'est intéressant parce qu'il y a des formes graves. Le type 3, je vous ai dit que c'était quand même pas des maladies gravissimes et dépenser des millions d'euros pour des pathologies qui sont quand même gérables autrement, je ne suis pas sûr que ce soit éthique. Donc, c'est à voir. On verra comment ça évolue. Mais vous avez quand même ici des résultats qui sont tout à fait comparables avec l'évolution des oxaluries chez la majorité des patients. Et puis ça, c'est les pourcentages de modification en termes de pourcentage de réduction. Et vous voyez que c'est quand même assez variable, parce que on a des réductions qui varient de 30% à 100%. Donc les résultats sont assez variables d'un patient à l'autre. C'est ce qui me fait dire aussi que à terme, on va certainement, il y a un effet dose, c'est sûr, ça a été démontré par les études antérieures qui comportaient une évaluation de la dose avec 3 paliers différents. Donc je pense que à l'avenir, il y aura probablement peut-être une dose fixe, mais des intervalles qu'il faudra titrer par patient. Ici, c'est juste pour vous montrer justement les résultats individuels des patients. Vous voyez que les résultats sont quand même très différents, mais vous voyez quand même que l'effet dose dont je vous ai parlé est bien vrai, puisque c'est les patients qui étaient à 6 mg par kilo qui ont quand même les meilleurs résultats. Les 3 mg par kilo en vert, c'était pas mal,
mais les 1,5, c'était pas terrible. Alors, il y a une autre option qui a été proposée, dont vous avez dû entendre parler, c'est le styripintol. Alors, le styripintol, c'est un vieux médicament. C'est un médicament qui est utilisé chez l'homme dans une indication extrêmement précise. C'est une épilepsie rare qui s'appelle l'épilepsie de Dravet, D-R-A-V-E-T. On s'est aperçu que quand on donnait ce produit, on diminuait chez les patients la production d'oxalate. Vous voyez, ça, c'est pas chez des patients, excusez-moi, ça, c'est chez des souris. Vous voyez qu'on a une diminution de la production d'oxalate parce qu'on sait très bien, en fait, que le styripintol, c'est un inhibiteur, donc c'est pas un bloqueur, mais c'est un inhibiteur de la LDHA. Donc, c'était assez logique de le tester et on l'a utilisé chez l'homme. Et vous avez ici l'utilisation, l'évaluation de l'oxalurie chez des patients qui n'ont pas d'hyperoxalurie, mais qui ont un syndrome de Dravet. Et vous voyez qu'on arrive à abaisser l'oxalurie de patients qui n'ont rien à voir avec une hyperoxalurie, mais qui ont parfois des taux un petit peu élevés. On s'aperçoit qu'on arrive à leur abaisser à tous l'hyperoxalurie. Et il y a eu un premier essai chez une fille de 17 ans qui avait une hyperoxalurie primaire, qui avait une filtration glomérulaire limite quand on a démarré, et qui avait une hyperoxalurie qui était celle-ci, qui sous traitement a bien diminué, là aussi avec une petite dépendance de la dose. Donc c'est assez séduisant. Le problème, c'est que actuellement il y a quelques publications. Il y a un essai clinique en cours dont je n'ai pas encore les résultats. C'est en cours, il y a encore trop peu de patients inclus. Mais il y a eu des échecs complets de ce traitement, notamment en termes d'oxalémie. On arrive à réduire l'oxalurie de manière assez significative, sans pour autant tout le temps la normaliser, mais on n'arrive pas à réduire l'oxalémie correctement. Alors, il faut quand même y réfléchir parce que le styripintol, d'accord, ça donne des résultats imparfaits, mais ça coûte rien, alors que l'ARN interférent, c'est un médicament qui est à considérer comme génial, mais les prix ne sont pas encore déterminés, mais je pense que ça coûtera très cher. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager par la suite je pense que l'ARN interférent va modifier complètement notre stratégie et je pense que ça va éviter complètement la greffe de foie. Alors, chez les patients qui ont une fonction rénale préservée, ça pourra peut-être aussi éviter la greffe de rein, on ne sait pas encore, c'est trop tôt. Et chez ceux qui ont une insuffisance rénale à minima, on va dire, ça va certainement différer la greffe de rein. Le problème, c'est que maintenant, il nous faut du recul pour pouvoir confirmer toutes ces données. Alors, quelques mots très rapides du type 1, du type 2 et du type 3. Je vous ai dit déjà que sur le plan thérapeutique, l'ARN interférent de type nédodiran peut être actif sur ces deux maladies. On n'a encore que des résultats extrêmement parcellaires dans le type 2 et pas du tout dans le type 3 pour l'instant. Juste pour vous montrer que le phénotype urinaire n'est pas un bon marqueur. Vous avez ici l'oxalurie des types 1, des types 2, des types 3. Vous voyez que, ok, les écarts types sont plus grands dans le type 1, un petit peu moins dans le type 2 et un peu moins dans le type 3, mais vous voyez que les moyennes et les médianes sont très proches. Par contre, la calciurie est peut-être un marqueur un petit peu spécifique des types 3. Donc, on pourrait dire que d'un côté, vous avez ceux qui ont une grosse hyperoxalurie et une petite calciurie, c'est plutôt du type 1. Et à l'autre extrémité, ceux qui ont une oxalurie pas trop élevée et une calciurie élevée, c'est plutôt des types 3. Mais honnêtement, en 2020, on ne peut pas faire un diagnostic là-dessus. Ici, vous avez la survie rénale. Vous avez ici les types 2 qui sont ici. Il n'y a pas de type 3 là. Hein. Vous avez les types 2 qui sont en rouge ici, qui sont quand même meilleurs que les types 1, quel que soit le génotype qu'on considère. Les types 1 sont tous les trois sur ces trois courbes différentes. Et vous voyez quand même que c'est vrai ce que je vous dis pendant les premières années de la vie, mais quand on regarde les patients de plus de 50 ans, finalement, type 1 et type 2, même combat. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les hyperoxaluries, c'est un groupe extrêmement hétérogène de maladies dont on ne peut pas faire de pronostic quand on fait le diagnostic. Moi, j'ai vu tous les cas de figure en pédiatrie. J'ai vu des enfants qui, à 3 mois, avaient une insuffisance rénale terminale et avec la même mutation, j'ai vu des enfants qui, à 18 ans, passaient chez les adultes avec une filtration glomérulaire normale. Donc, la corrélation génotype-phénotype, elle est bonne pour la résistance, pour la réponse à la vitamine B6, mais pas pour le pronostic rénal.
Faites attention et inventoriez tous les patients qui ont des lithiases à répétition et bilatérales, surtout si c'est associé à une même toute petite altération de la fonction rénale. Le génotypage, il faut le faire dans tous les cas, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre. C'est important parce que ça va déterminer aussi votre prise en charge thérapeutique. Le type 1, c'est le plus fréquent et le plus sévère, et vous devez absolument y penser chez tous les enfants, avec même une première lithiase, chez tout adulte avec une lithiase bilatérale ou répétée, et chez toute personne qui a une néphrocalcinose avec atteinte de la fonction rénale. C'est évident que plus vous les reconnaîtrez tôt, plus vous pourrez avoir un traitement efficace. Et je vous recommande même de commencer le traitement que vous jugez le meilleur sans même avoir la confirmation du génotypage. Alors après, il y a le problème du screening. Le screening, je pense qu'il faut le faire évidemment dans les familles à risque, mais dans les pays à risque, je pense qu'on développe actuellement d'ailleurs un projet de screening dans certaines populations du Maghreb, notamment en lien avec la Tunisie, pour voir si ça vaut pas le coup. Et c'est sûr que, vu ce que je viens de vous dire, le traitement par ARN interférent, c'est un traitement extrêmement prometteur parce que les effets secondaires sont totalement limités. On va certainement éviter la greffe de foie dans les types 1. Actuellement, en France, on n'inscrit plus de malades pour une greffe de foie dans les types 1 et ça permettra de contrôler l'oxalurie dans les types 2 et dans les types 3. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, je ne sais pas comment vont se passer les questions. Je pense que Arnaud va ouvrir son micro. Merci beaucoup Pierre pour cette très belle présentation, très complète et tout à fait compréhensive. J'ai été un peu long, je suis désolé. Hein. Non, c'était parfait, il y a beaucoup de choses à dire. Je relais une question de Valentine Gillion qui demande quel type de lithiase a-t-on dans les hyperoxaluries de type 2 et de type 3? Pareil, c'est toujours c'est vrai que c'est une très bonne question parce que c'est pas spécifique. Alors, c'est vrai que vu ce que je viens de vous dire, comme les types 3 sont un peu plus hypercalciuriques que les types 1, par exemple, on a peut-être un petit peu plus de Wedélite que dans les types 1, mais il y a toujours de toute façon une majorité de Wewélite. Donc, il faut donner la priorité à ça. Et quand vous avez plus de 50% de Wewélite, là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Une autre question de Mohamed, donc qui posait dans une greffe séquentielle, quel est le délai idéal pour toi entre la greffe hépatique et la greffe rénale? Et je vais un peu plus loin dans la question en disant maintenant avec les ARN interférents, quand on met un patient sous ARN interférent en insuffisance rénale sévère, quel est pour toi le meilleur délai? C'est vrai. Alors, je ne peux pas répondre à la question parce que ça aussi, ça dépend du patient. Ce délai, il est souvent conditionné par le temps passé en dialyse auparavant. C'est-à-dire que on se donne comme objectif pour faire la greffe de rein quand on fait une greffe séquentielle d'arriver justement à une oxalémie non dangereuse, c'est-à-dire inférieure à 20 micromoles par litre. Chez certains patients qui ont dialysé peu de temps, on arrive assez vite à 20 micromoles par litre en quelques semaines, quelques mois. Chez des patients qui ont été longtemps en dialyse, et je me rappelle d'ailleurs d'un patient belge pour lequel on m'avait contacté, pour lequel on avait attendu plus de 3 ans pour obtenir une oxalémie prédialytique inférieure à 20. Donc, c'est complètement dépendant du temps passé en dialyse et peut-être aussi, mais là, j'en sais rien, du génotype. Donc, il n'y a pas de réponse univoque. Luc. Oui, j'aurais une petite question. Je suis un peu étonné du fait que vous demandiez, que vous proposiez que systématiquement on fasse un génotypage des patients qui ont une hyperoxalurie significative. Moi, je m'occupe de patients lithiasiques, en particulier dans notre service, et bon, des hyperoxaluries, je dirais, modérées, mais même parfois un peu élevées, sont très fréquentes. Et 90 fois sur 100, je tombe sur une hyperoxalurie de type entérique. On va en parler après. Mais donc, est-ce qu'il faut tester tous ces patients-là, je dirais d'emblée, au niveau génotypique, ou bien est-ce que le dosage du glyoxylate urinaire ou du glycolate urinaire, enfin tous ces tests qu'on proposait par le passé, ont encore vraiment une place? Oui, alors le glycolate urinaire, c'est un bon marqueur. Si vous l'avez, c'est bien. C'est bien, il faut en profiter, faites-le. Le glyoxylate, c'est plutôt pour les types 2, mais le glycolate urinaire, ça peut être un très bon marqueur, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir qu'il y a des types 1 qui n'ont pas d'hyperglycolaturie. Donc, ce n'est pas du 100%. Donc, c'est toujours un petit peu comme tout en médecine, hein, il faut faire des compromis.
Je suis surpris quand même par le fait que vous ayez 90% ou 90% d'hyperoxalurie entérique, parce que ça, c'est beaucoup, hein. C'est pas du tout notre expérience. Y compris, bon, je suis pédiatre, mais je travaille beaucoup avec les adultes et c'est pas du tout l'expérience non plus des adultes à Lyon. Alors, ça dépend peut-être aussi de ce que vous appelez hyperoxalurie. Moi, je parle vraiment des hyperoxaluries supérieures à 500 micromoles par 24 heures et par mètre carré 73. Dans ce groupe-là, il y a certainement des hyperoxaluries entériques, je suis d'accord. Mais il y a aussi surtout des hyperoxaluries primaires, essentiellement des types 1. Donc, je maintiens quand même un petit peu mon attitude de ne pas hésiter à faire un génotypage. C'est un génotypage qui n'est pas extrêmement compliqué. Vous le faites à Bruxelles. C'est pas extrêmement compliqué. Et voilà, moi je pense que même si c'est pour, admettons que vos chiffres soient univoques, même si c'est pour 10% des patients, je me demande si ça vaut pas la peine parce que ce 10%, il va quand même largement en bénéficier. Je parle des jeunes adultes, évidemment, et des adultes ici, hein. Donc, c'est ceux-là qu'on voit, nous, en consultation de néphrologie adulte. On n'a pas d'enfants, hein, donc, ou très peu d'enfants, évidemment, dans la population. Oui. Mais je maintiens quand même, parce que ce que je vous dis, c'est aussi, nous, on travaille vraiment avec les adultes, hein, et on a des réunions lithiases communes, et les équipes d'adultes chez nous font ça aussi. Alors, c'est certainement moins performant qu'en pédiatrie, vous avez raison, parce qu'en pédiatrie, les pourcentages sont inverses, hein, c'est 90% d'hyperoxalurie primaire, je suis d'accord. Mais on n'a pas que 10% d'hyperoxalurie primaire chez l'adulte, hein. Ça, j'en suis sûr. Peut-être que vous avez un biais de recrutement, parce que les hyperoxaluries entériques, il y en a, mais ce n'est pas non plus 90% des cas, en tout cas pas dans mon expérience. Je pense qu'elles sont croissantes, les hyperoxaluries entériques. Elles sont en train de monter depuis qu'on a la chirurgie bariatrique. Mais enfin, bon, c'est vrai. L'orateur suivant va nous en parler. Oui, mais dans ce cas-là, vous avez quand même un contexte qui vous fait évoquer une hyperoxalurie secondaire. Là, on est bien d'accord. Il faut quand même tenir compte du profil du patient. Si vous avez un patient jeune qui n'est pas obèse, qui n'a pas de raison évidente d'avoir une hyperoxalurie secondaire, je suis désolé, mais moi je pense que dans ce groupe-là, vous avez sûrement une majorité d'hyperoxalurie primaire. Il faudrait faire plus souvent des tests génétiques alors. Oui, je pense, oui, tout à fait, parce que je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on a des diagnostics trop tardifs d'hyperoxalurie, hein. Ça, c'est, si j'ai un message à vous faire passer à tous, c'est celui-là, hein. C'est que même nous, en tant que néphrologues, souvent on les voit trop tard déjà, tout simplement. Je pense que vous y pensez à cette maladie, j'en suis convaincu, mais souvent on les voit trop tard. Je me permets une petite réunion éthique et puis on te libère parce que tu as des obligations familiales. Nous, à Saint-Luc, à Bruxelles, on est quand même beaucoup sollicité par des collègues, je pense à des collègues algériens récemment encore, pour des enfants ou jeunes adultes avec hyperoxalurie primaire catastrophique en dialyse et qui nous demandent que faire et qui nous les envoient généralement pour une double greffe, pour une greffe combinée, en sachant qu'on a un exemple récent. J'ai fait des pieds et des mains pour les inclure dans Illuminate, d'avoir le Lumasiran en compassionnel, ce qui était strictement impossible. Techniquement, que proposes-tu à ces patients? Alors, j'avais fait un article qui avait été publié, il aurait pu ne pas l'être, mais j'avais fait un article il y a quelque temps sur les hyperoxaluries infantiles, donc les formes infantiles. Je ne réponds pas directement à ta question, mais tu vas voir pourquoi. Donc ces formes gravissimes, où la conclusion de l'article était clairement, et c'est là où j'aurais pu me faire balancer, était clairement laissez-les mourir. Parce qu'il y avait tous les éléments pour dire que la survie d'un gamin avec une forme infantile dans des pays où il n'y a ni greffe de foie, ni modalité de dialyse quotidienne, etc., ni même de vitamine B6 souvent, le mieux, pour leur éviter de passer par toutes ces étapes épouvantables sur le plan de la survie, était de les laisser mourir. Et finalement, cette politique était bien acceptée, y compris par mes collègues localement. Alors, ça, c'est le cas extrême. Mais pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il faut être très prudent parce que si tu n'as pas la certitude que ces patients pourront être correctement suivis et ne retourneront pas en dialyse dans les 3 mois qui suivent
et dans des conditions de dialyse épouvantables parce qu'ils ne pourront pas faire de dialyse quotidienne, je pense que c'est pas la peine de les greffer. C'est dramatique, c'est terrible, mais je pense que on a trop peu d'organes disponibles pour pouvoir greffer la terre entière. Alors après, c'est des choix qui sont, comme tu le dis, éthiques, mais aussi quelque part politiques et stratégiques. Nous, on a fait des transplantations combinées pour certains malades du Maghreb, mais c'est un peu injuste de faire des greffes seulement pour certains malades. Quand on sait que l'hyperoxalurie là-bas, ça envahit les services de dialyse. Quand on en greffe certains, on fait simplement le choix de greffer les plus riches, et c'est pas forcément éthique non plus. Donc, je sais pas. J'aimerais, dans un monde parfait, qu'ils aient accès au Lumasiran. Et peut-être bien qu'une des pistes, c'est le styripentol pour ces pays-là. Parce que je pense qu'on pourra peut-être améliorer la situation. Et tous les outils biochimiques, je dirais, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, tous les outils biochimiques sont beaucoup moins chers et peuvent peut-être sursoir à une transplantation combinée qui reste pour eux la seule possibilité, mais difficile à faire. Difficile à faire parce qu'ils ne les font pas sur place, donc il faut que ça se fasse chez nous. Et une fois qu'ils sont retournés là-bas, il faut être certain qu'on aura un suivi des 2 greffons qui soit vraiment adapté, quoi. Donc c'est vraiment des choix, comme tu le dis, éthiques difficiles, mais pas que éthiques, quoi. On implique tout un tas d'autres choses, et l'éthique est à double face, parce que on se dit que évidemment il faudrait les greffer. On a tous du mal à dire non à une proposition de transplantation pour un pays en développement, mais on dit aussi que ceux qu'on greffe, c'est ceux qui peuvent se le payer. Parfait. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. On t'a pris beaucoup de ton temps. On va te laisser retourner à tes invités. Encore un tout grand merci, Pierre, pour cette très très belle intervention, et j'espère qu'on pourra se voir en live un jour dans pas très longtemps. À Je vous bientôt. remercie beaucoup pour votre patience. Merci. Bonne fin de soirée. Au Merci revoir. à vous. Merci.